Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler moto, on va faire le débrief du Grand Prix de Doha, la deuxième manche de ce championnat du monde qui avait lieu sur le même circuit que la première manche, c'est-à-dire le circuit de Losail. On va parler de ce Grand Prix historique pour l'histoire de la moto française avec deux pilotes sur le podium. Ce n'était pas arrivé depuis 1954 et deux pilotes qui ont fait 1 et 2 sur ce Grand Prix. C'est la première fois que ça arrive en MotoGP. Également, il faut le souligner, la catégorie MotoGP, qui, je rappelle, existe depuis 2002. On fera, bien entendu, top-flop. On fera un petit bilan également des classements, que ce soit championnat du monde, pilote, constructeur et par équipe. Et puis avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire quel pilote vous a impressionné, quel pilote vous a déçu, qu'est-ce que vous avez pensé de la course. On parlera bien entendu également de la note du Grand Prix dans quelques instants. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner. Quand vous vous abonnez, n'hésitez pas, enfin vous pouvez également, je vais plutôt le dire comme ça, vous pouvez mettre également la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et ça évite d'avoir les petites feintes de YouTube qui sont assez régulières. Eh bien, on commence tout de suite par la note de ce Grand Prix. J'ai décidé d'attribuer à ce Grand Prix la note de 16, un point de plus que le week-end dernier. Pourtant, au départ, après 10 tours, j'étais plutôt parti pour mettre un point de moins. Et puis, les 10 derniers tours de course m'ont plutôt convaincu. Avec la remontée de Fabio Quartararo, bien entendu, mais les belles bagarres, la guerre, on peut presque dire, entre Jack Miller et Joan Mir, qui s'est assez mal fini pour les deux en termes de résultats. On pourrait revenir même, je suis en train de je vais me le mettre là, sur la décision des commissaires, on en parlera quand on parlera de Miller, je viens de le marquer. Et puis, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce Grand Prix ? Le fait que c'est forcément un Grand Prix qui va rester dans les annales, mais si on se fait chier pendant une course, je mets pas une bonne note, même si c'est un Grand Prix qui reste dans les annales. Je me souviens pas avoir décidé de mettre une bonne note, parce que le coup de la note, ça date de cette année. J'ai décidé de le faire cette année, mais l'année dernière, par exemple, à Portimao pour la Formule 1, pourtant c'est un Grand Prix historique avec Hamilton, mais c'est un Grand Prix où pendant 40 tours, on se fait chier. Là, il y a eu des beaux dépassements, il y a eu des belles bagarres. Dommage, c'est qu'à partir de la 10e place, la hiérarchie était très clairement établie. C'est-à-dire, on voyait les KTM, Morbidelli, il y avait peu de dépassements sur la deuxième moitié du plateau. Par contre, sur la première moitié du plateau, on a vu des dépassements, on a vu des belles bagarres, on a vu de la course. Et moi, j'ai vraiment apprécié cela. Et bien, tout de suite, on fait le bilan des Bleus. Que dire du bilan des Bleus, à part qu'il est tout bonnement assez exceptionnel. Alors je vais commencer, comme la semaine dernière, par Johann Zarco, qui est en tête du championnat du monde après 2 courses. C'est un très bon début de saison pour Johann Zarco. Qualification 2e, certes derrière Jorge Martin, son équipier, mais à 157 millième, donc un écart totalement raisonnable devant les 2 pilotes officiels Ducati. Il faut quand même pas le négliger. Donc il a fait des très très belles qualifications en ayant peu roulé le samedi, parce qu'il n'avait pas roulé lors de la séance de L3 à cause du vent. Il avait décidé de ne pas prendre de risque, qui était tout à fait compréhensible, parce qu'en plus la séance de L3 au Qatar, elle se déroule dans des conditions qui sont diamétralement opposées aux conditions de course. Et puis derrière le Grand Prix, il a été devant aux avant-postes tout le temps. Il a été très régulier dans ses chronos, il est tombé face à un gros Fabio Quartararo, il faut le dire, qui a été quand même monstrueux sur les 12 derniers tours de course. Il a été monstrueux, Quartararo. Et Johann Zarco, il prend un bon départ. Voilà, il fait son Grand Prix, en fait, il fait son petit bonhomme de chemin, et puis après, il voit le résultat à la fin. On s'aperçoit quand même que du côté de Johann, cette année, j'ai l'impression qu'il se concentre pas trop sur ce que font les autres. C'était déjà le cas l'année dernière chez Avintia. Il se concentre principalement sur sa performance. Et ensuite, il regarde si les résultats sont bons. Mais il essaye déjà d'être satisfait de ses performances. Et je pense que ça lui enlève peut-être la pression qu'il avait chez KTM, d'être devant son équipier, mais aussi d'être « faut que je sois dans le top 10 ». Si je ne suis pas dans le top 10, c'est pas un bon résultat. Là, il a beaucoup moins cette pression-là, du côté déjà l'année dernière chez Avintia.
Et encore plus cette année chez Ducati, 2 courses de podium. Là aussi, il faut quand même le souligner, largement devant les pilotes officiels Ducati. 2 fois aussi, 2 courses et 2 fois numéro 1 Ducati en course. Il a mieux géré son pneu, je dirais, que lors de la première course. Lors de la première course, à partir de 5-6 tours de l'arrivée, il avait une dégradation importante du pneu arrière. Il avait du mal à gérer ça. Là, le pneu arrière, il a bien réussi à le contrôler, à gérer cette dégradation parce qu'en fin de course, il faisait encore des tours, me semble-t-il, tout à fait intéressants. Et puis derrière, bon voilà, il tombait face à un très gros Fabio Quartararo, il faut le dire, qui était, comme Maverick Viñales le week-end dernier, difficile à battre. Très difficile à battre. Il y a en plus une belle ambiance chez Pramac parce que Jorge Martin a dit j'ai pas voulu gêner la course de Johan, et puis il était très content du podium également de Johan Zarco. Donc j'ai l'impression qu'en plus chez Pramac l'ambiance est très très bonne, et ça va être intéressant parce que faut savoir que Zarco marche quand même énormément au moral, et chez KTM, l'ambiance n'était pas totalement beau fixe avec la direction. Là, l'ambiance avec la direction du Ducati a l'air d'être bonne. On a vu Gigi Dall'Igna, tout de suite après le Grand Prix, est allé voir l'équipe Pramac et a salué tout le staff de chez Pramac. Et j'ai l'impression que les relations sont plutôt extrêmement bonnes chez Ducati entre le team officiel et Pramac, et entre Johan Zarco et Jorge Martin chez Pramac. On va voir si ça va continuer comme ça, parce que des fois, la lune de miel est courte. Mais bon, de toute manière, cette lune de miel est déjà très intéressante. Je continue avec Fabio Quartararo. Masterclass de Fabio Quartararo sur ce week-end de course. Masterclass sur le Grand Prix. C'est vrai, là je suis d'accord avec David Dumain, et c'est assez rare pour le souligner. Je suis d'accord pour une fois avec David Dumain qui commente les Grands Prix. En passant, c'est là où on voit toute la force d'un commentateur comme Julien Febvreau par rapport à David Dumain. C'est là où vous voyez la différence entre un bon commentateur et un mauvais commentateur. Pour moi, David Dumain est pas bon. Il m'a absolument pas fait vivre le Grand Prix. Si j'avais eu un Julien Febvreau, je pense que la note du Grand Prix c'était un 18. Là, le problème, c'est que David Dumain, c'est compliqué. Mais pour revenir à Fabio Quartararo, alors autant il s'esclave pour des trucs qui ne servent à rien, autant quand là il y avait un intérêt à mettre vraiment à transmettre des émotions. Je vais pas dire que c'était comme un Grand Prix habituel, mais pas loin. Alors que 2 Français sur le podium, bordel, c'est jamais arrivé. Un petit peu de sensation, un peu de force, quoi, de conviction dans les commentaires. Puis à côté, Andy de Punier, on dirait Thierry Roland. Je sais pas si vous vous souvenez de Thierry Roland quand il commentait, c'était Zidane, et ensuite Dugarry, Pires. Ah, c'était comme ça. Thierry Roland, c'est pareil avec Randy de Punier, c'est 1,54,2. Faire attention, il s'est raté au virage. Zarco, meilleur temps. C'est improbable. Les commentaires de la moto sont vraiment beaucoup moins bons. Et bon, là, j'ai regardé sur Canal, mais l'année dernière, certains Grands Prix, je les avais regardés sur la télévision suisse. Les commentaires sont pas diamétralement supérieurs, mais c'est tellement mauvais sur Canal que tu prendrais n'importe quoi. Et encore, l'année dernière, on a bien fait de virer Marina Lorenzo quand même, parce que la première saison Canal Plus avec Marina Lorenzo, les avant-courses. Là, je regrettais qu'ils aient pas pris Vanessa Guerra, qui a été excellente sur Eurosport pour les avant-courses. Mais c'est vrai qu'on regrette un petit peu l'équipe d'Eurosport au niveau des Grands Prix, parce que là, ils nous auraient vraiment fait le travail. Bon, on va revenir sur Fabio Quartararo, parce que là, j'ai parlé pendant 2 minutes de Canal+. Du côté de Fabio Quartararo, masterclass, il nous a fait des dépassements, mais monumentaux. Et pourtant, il n'a pas eu un Grand Prix facile, parce que vous regardez sa première moitié de course, où il se retrouve 8e ou 9e en bagarre avec Viñales. Il se fait quand même défoncer la gueule par Mir qui a été très 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 incisif, et ça n'a pas plu à Miller. Mais il se fait défoncer la gueule de partout. Et ensuite, je sais pas, dans les 12 derniers tours, masterclass. Mais masterclass. C'est vraiment... il faut regarder. Il y a des dépassements fantastiques, il y a de l'intelligence. Il est incisif, mais sans trop en faire. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop agressif. Oui, je pense pour moi que c'est ça... Dans le peloton, c'est sa meilleure course de MotoGP.
Je dirais que Catalogne l'année dernière, au niveau du rythme, la manière dont il a dominé le week-end de course en Catalogne, c'était quand même très très impressionnant. Mais là, sans avoir la plus grosse vitesse de pointe, il a été phénoménal. Et la tactique de course, je ne sais pas si c'était prévu le matin par Lynn Jarvis, mais la tactique de course appliquée pendant le Grand Prix a été excellente. Prendre la tête à 3 tours de l'arrivée, creuser un écart de 5 dixièmes pour pas se faire remonter par les pilotes Ducati, il a attaqué vraiment au bon moment. Il a pris la tête de course au bon moment. Et il faut souligner cette performance de Fabio Quartararo. J'ai pas grand chose d'autre à dire à part que j'ai été impressionné par son rythme de course et sa manière de courir. Vraiment, j'étais sur le cul. Je rappelle faut quand même se mettre dans la tête qu'il a que 21 ans, Fabio Quartararo. Mais il l'a fait comme un vieux briscard, comme un mec qui a 10 saisons en MotoGP, alors que c'est sa 3e saison. Non, c'est impressionnant de justesse, de réflexion. Et je suis même en train de me dire que des pilotes comme ça qui se retrouvent 12e à 10 tours de l'arrivée, c'est assez rare déjà qu'ils gagnent une course, mais c'est assez rare de voir cette justesse-là dans les dépassements. J'ai pas souvenir, moi, d'avoir vu ça, de dépasser autant de monde avec autant de justesse. S'il n'a pas dépassé que 3 ou 4 concurrents, il en a dépassé 10. Enfin, pas 10, mais 8. Non, gros week-end de course. Très, très, très intéressant. Et très bonne gestion des pneus aussi pour Fabio Quartararo. On passe tout de suite au coureur au top. Du côté des pilotes au top, j'ai dit coureur au top, mais du côté des pilotes au top, vous m'avez bien entendu compris. Des fois, je passe du cyclisme à la moto, j'ai un peu des surprises parfois au niveau du vocabulaire. On commence avec Jorge Martin, pole position pour son 2e Grand Prix. Podium pour son 2e Grand Prix aussi. C'est du niveau de Fabio Quartararo quand même, cette affaire-là. Alors, avec certes une très belle équipe, Pramac c'est une très bonne équipe, mais Bagnaia, il n'avait pas fait les mêmes résultats en commençant chez Pramac. Non, sacrément costaud, Jorge Martin. Et puis, quand on a des pilotes comme ça qui font leur première pole position en MotoGP, ils ont parfois tendance à rater leur départ parce que trop de pression, ils se mettent trop de pression. Et ce qui était arrivé à Fabio Quartararo, par exemple, à Jerez, il avait un peu raté son départ. Et puis, ils en font trop, parfois. Et lui, il a fait son Grand Prix. Il ne s'est pas trop soucié des autres, en fait. Il est parti, bon voilà, il a pris assez vite 8 dixièmes d'avance, et puis ensuite, il avait 3-4 dixièmes à un moment sur Zarco. C'était un peu plus compliqué en fin de Grand Prix, je pense qu'il a un peu souffert de l'usure de pneus arrière, Jorge Martin, mais il n'a pas tenté de trop en faire. Ça avait été le cas de Zarco, quand il était tombé en ayant mené 6 tours, parce qu'il avait voulu en faire un peu trop. Là, non, il était serein dans sa manière d'appréhender la course. Je pense qu'aussi que Pramac et peut-être que Johann Zarco aussi participent à l'épanouissement de Jorge Martin, mais c'est quand même un pilote qui était un peu fougueux en Moto 2 parfois, et là, serein, il a fait sa course tranquille. Je dirais pas qu'il était le coude à la portière, mais pas loin du côté de Jorge Martin, c'était vraiment une course tranquille. Bon voilà, quand il a vu que Quartararo, il a tenté un petit peu de fermer la porte à Quartararo, mais bon, quand il a vu que Quartararo était largement au-dessus de lui, il l'a pas vraiment laissé passer, mais il n'a pas opposé une résistance trop importante. Pareil, encore une fois, avec Johann Zarco dans le dernier tour, derrière podium. Non, il a été intelligent, et puis pole position, une 5306, dans des conditions qui étaient plus compliquées que le week-end dernier, parce que j'ai pas trop parlé des conditions climatiques, mais c'était... D'un côté, le week-end dernier, on avait eu peu de vent, des conditions idéales. Là, on a retrouvé des conditions de Losail, c'est-à-dire pas mal de vent, des températures qui tombent assez rapidement lorsque la nuit arrive, et des conditions pour les MotoGP qui sont compliquées. Et là, c'est vrai que Jorge Martin, il a été à l'aise. Alors après, on verra sur d'autres circuits, parce que là, c'est quand même un circuit qui est toujours très performant pour les Ducati. Mais Jorge Martin, de toute manière, quand on commence lors de son 2e Grand Prix à faire un podium,
Bon, normalement, c'est qu'il y a quand même une petite pépite derrière, surtout vu ce qu'il a démontré en Moto 2 et Moto 3 dans les années précédentes. Pourtant, j'avais un peu des doutes parce que je m'étais dit, il monte quand même rapidement en MotoGP, ce pilote-là. Donc, au niveau de l'expérience, ça peut parfois être compliqué. Et il a tout de suite compris le mécanisme. Et je pense que c'est aussi le fait que, bon, on a vu par exemple Bastianini qui a tout de suite été avec un bon rythme chez Avintia. C'est que le moteur triomphe et quand même et la boîte de vitesse, surtout qui va avec ce moteur, se rapproche beaucoup plus d'une MotoGP que quand en Moto 2 on avait le moteur Honda avec une boîte de vitesse de série. Et on voit que ça fait la différence parce que les pilotes ont l'air d'être tout de suite beaucoup plus à l'aise avec ces conditions-là. Je continue avec le deuxième pilote en forme sur ce week-end de course, c'est Maverick Viñales, qui a fait un week-end plutôt intéressant. Troisième position devant Fabio Quartararo, en collant quand même 2 dixièmes en qualification à Fabio Quartararo, ce qui est quand même pas si facile. 5e en course. Bon, certes, il l'a dit en interview, il a fait quelques erreurs, mais il s'est encore bien bagarré dans le peloton. Maverick Viñales, ça fait 2 grands prix qui se bagarrent quand même dans le peloton. Là, à un moment, il était 8e, 9e. Il a fait des beaux dépassements. Je l'ai trouvé bien plus incisif et bien meilleur dans les bagarres en peloton que l'année dernière. Maverick Viñales, parce que l'année dernière, c'était vraiment un bordel monstre. Un départ qui n'était pas catastrophique. Donc, c'est-à-dire que voilà, il a compris enfin comment bien faire des courses et également bien démarrer en MotoGP. Et puis, une course intéressante. Dommage, c'est le Money Time, où il se rate un peu sur les 3-4 derniers tours. Peut-être en ayant un peu trop tapé dans le pneu, mais c'est un très bon début de saison. C'est-à-dire que l'année dernière, sur les 4 premières courses, je crois qu'il avait marqué 0 points sur les 3-4 premières courses. Pas l'année dernière, en 2019, pardon. L'année dernière, c'était quand même aussi un petit peu compliqué pour Viñales. Donc là, 2 courses, 2e, 3e du championnat du monde, mais à rien de Zarco, il n'a absolument pas largué. Là, il va arriver sur des circuits. Le Portugal, bon, ça lui avait, je crois, pas trop réussi l'année dernière, mais Jerez, c'est toujours un circuit où il est performant. Faut quand même pas négliger que cette année, il y a plus de circuits techniques que l'année dernière. Quand on pense à la Finlande, au Grand Prix d'Allemagne, à Jerez, Grand Prix d'Aragon également, et puis les courses outre-mer. Oui, ça va être intéressant cette saison pour Viñales. Le moteur est plus performant, les problèmes de fiabilité ont l'air d'avoir été résolus également du côté de chez Yamaha, et puis les soucis dans la tête, les soucis au niveau mental de Viñales ont l'air d'être réglés. On doit vous dire que là, s'il n'arrive pas à être champion du monde ou à faire un bon résultat cette année, c'est presque l'année ou jamais, parce que Marquez n'étant pas là, on ne sait pas s'il va revenir au Portugal, Marquez, parce que depuis qu'il a indiqué qu'il ne participerait pas à la première course du côté de Losail, c'est un peu silence radio du côté de Marquez. Donc on peut avoir des inquiétudes pour le pilote espagnol, et pour Viñales, c'est peut-être une bonne année, parce que Quartararo va peut-être faire des erreurs dues à son manque d'expérience. Zarco, faudra voir comment la situation va perdurer entre Ducati et Pramac, et même chez Pramac avec Johann Zarco, ça peut évoluer. Donc c'est vraiment lui qui, pour l'instant, est dans la situation. Il est peut-être en ballottage favorable au final, Viñales, parce qu'il connaît l'équipe Yamaha, donc il est dans une situation, je dirais, vraiment idéale. Je continue et je termine du côté des pilotes au top avec Brad Binder. Brad Binder qui finit 8e du Grand Prix en étant parti en qualification assez loin, 18e simplement en qualification. Très bonne course de Brad Binder. Il a fini 8e, premier pilote KTM. Et surtout, contrairement aux autres pilotes qui ont vraiment souffert, comme Petrucci sur la deuxième partie de Grand Prix, ou les Koena qui est tombé, lui, semble-t-il, il a très très bien géré la fin de course. Alors après, Brad Binder, le dimanche, c'est pas une surprise. Bon, c'est moins le cas que son frère, Darren, qui est en Moto 3, mais c'est quand même une machine de dimanche, Brad Binder. On le sait, quand à Jerez, il était parti de la dernière position sur la grille et qu'il avait remonté tout le monde,
Bon, je crois que ce jour-là, on s'était dit, ah, il y a un sacré potentiel chez Brad Binder. Il a été très incisif. En plus, il était parti loin. Il était dans le deuxième peloton. Pendant très longtemps, il y avait un écart d'1 seconde et demie entre le premier peloton et le deuxième peloton. Ils ont réussi avec Paul Espargaro à revenir. Paul Espargaro a fait une erreur qui lui coûte beaucoup parce qu'il finit que 13e. Lui, il n'a pas fait d'erreur. Il arrive à dépasser Jack Miller sur la fin de course. Il a dépassé également Alex Espargaro qui était bien mieux parti que lui. Voilà, Brad Binder, il a très bien fini. Il a fini, je dirais pas aussi bien que Fabio Quartararo, mais c'est de ce niveau-là. Et pour une équipe qui a mal débuté la saison, KTM, j'en avais parlé le week-end dernier, et bien là, c'est plutôt très intéressant pour le pilote sud-africain. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Jack Miller. Compliqué le début de saison de Jack Miller. Hein. Déjà, il a déjà pris des points de retard, alors que pourtant, c'est un circuit qui convient parfaitement à Ducati et que ça aurait dû être un départ quasiment parfait pour Jack Miller. Bah là, difficile. Hein. Dernier pilote des motos officielles de la saison. Et puis, ça s'est délité sur les derniers tours de course. À partir du moment où il y a eu cette action avec Joan Mir, on va revenir sur cette action en pleine ligne droite, moi je dirais qu'il a tassé Joan Mir en voyant Joan Mir. Mais comme Joan Mir lui avait fait une petite crasse avant, et je trouve que même la direction de course a été intelligente. Moi je suis en accord avec la direction de course. Parce que ça aurait été sévère de mettre une pénalité à l'un ou l'autre des pilotes. Alors, ce qui aurait peut-être été intelligent, c'est de mettre une pénalité aux deux pilotes, mais ça n'a pas gêné le peloton, leurs deux erreurs. Au final, aucun des deux pilotes n'est tombé. Donc voilà, ils régleront ça en discutant entre eux. Mais moi j'ai bien aimé cette décision des commissaires de piste de ne pas mettre de longues laps, de ne pas mettre de pénalités aux deux pilotes. Je vois trop souvent des pénalités qui sont parfois un peu dures envers les pilotes Moto 3 ou Moto 2. Là, faut le souligner, les commissaires de piste ont été intelligents de dire oui, mais en même temps, Jack Miller a certes fait une erreur, mais c'est pas comme si auparavant Joan Mir avait pas été aussi un petit peu costaud dans son pilotage. Bon, du côté de Jack Miller, par contre, c'est un petit peu inquiétant. Hein. Lui qui avait plutôt fait des très très bons essais de pré-saison, qui normalement était la tête de gondole de cette équipe Ducati, hein, c'était la tête d'affiche, et bien là ça ne marche pas pour le moment pour Jack Miller. Aucun résultat positif. Pourquoi je ne saurais trop dire. Peut-être un problème dans les réglages, peut-être des soucis par rapport à la gestion de ses pneus. Mais là ça n'a pas marché, puis encore une fois une fin de course compliquée comme le week-end dernier du côté de Jack Miller, donc il va falloir trouver la solution parce que les fins de course ont été difficiles et puis surtout il va pas falloir se rater trop souvent parce que Zarco il pointe le nez, il pointe son nez, hein. Donc et Jack Miller va falloir vraiment qu'il réagisse très vite. Belle Portugal, mais l'année dernière au Portugal il n'avait pas été mauvais. Pour ceux qui s'en souviennent, du côté de Portimao, il était derrière Morbidelli, mais il avait fait plutôt une très bonne course. On passe à Valentino Rossi. Compliqué le week-end de Valentino Rossi. Hein. Ça avait plutôt bien démarré vendredi. Il était dans le milieu de paquet, mais ça allait. Et puis le samedi, dans les séances où ça comptait, il a disparu. Et en course, il n'y avait pas de rythme, mais en qualification, ça va être terrible. Hein, ça 20e place, derrière lui il y avait juste Savadori, mais je rappelle Savadori a une moto qui n'est pas forcément très performante et puis c'est quand même pas un champion du monde en puissance, Lorenzo Savadori. C'est incroyable quand on voit Valentino Rossi parce que là quand on regarde le top 10 de la course par rapport au top 10 du week-end dernier, il y a quand même peu de différence, hein, à part Brad Binder, tous les autres étaient je crois déjà là le week-end dernier. C'est incroyable de se dire Valentino Rossi il n'est pas capable, même sur un même circuit, hein, aujourd'hui, de faire deux courses similaires. Et c'est là tout le problème, c'est qu'aujourd'hui il a une inconstance folle, Valentino Rossi. Alors je ne sais pas si c'est parce que physiquement il n'est plus en capacité d'enchaîner les courses,
parce que voilà, bon, il a quand même plus de 40 ans, la moto est une discipline qui est très exigeante physiquement, ça demande beaucoup d'explosivité, c'est normalement la fibre musculaire. Explosivité, il faut savoir que dans les muscles, on a deux types de fibres. On a des fibres d'endurance, qu'on appelle les fibres blanches, et des fibres rouges, qui sont plutôt des fibres explosives. Il y a, on va dire, 20% de chaque au départ, et puis il y a 60% qui est indéterminé, on va dire, à la naissance, et qui se détermine au fur et à mesure du temps. Donc soit on est plus explosif, soit on est plus au niveau de l'endurance. Et pour la MotoGP, bon, même si c'est 42 minutes, c'est quand même des efforts assez courts. Le lever de moto, redescendre la moto, voilà, c'est très court, ça dure quelques secondes. C'est répété énormément de fois, mais c'est très court. Donc ça demande de l'explosivité. Normalement, c'est une fibre qui a du mal à vieillir, cette fibre rouge. Bien, du côté de Valentino Rossi, j'ai l'impression que ce phénomène-là est en train de se passer. Parce que on voit ça depuis 2-3 saisons, il a beaucoup de mal à enchaîner les courses au fur et à mesure de la saison. Et là, ça a été très compliqué. De toute manière, quand on a vu qu'il s'était mal qualifié, vu la course qu'il avait fait le week-end dernier, on ne s'attendait pas à des merveilles. Mais c'est vrai que là, il y avait vraiment pas de rythme. Il se fait dépasser par un petit Miguel Oliveira et par un Stefan Bradl qui n'a pas eu un très grand rythme de course. Il était bon en qualification, il était bien moins bon en course. Donc c'est un petit peu frustrant pour Valentino Rossi. Et on espère que sa saison sera un peu plus constante que les années précédentes, mais c'est quand même mauvais signe. Et puis je vais finir avec LCR. Je crois que j'ai mis LCR au complet. J'ai hésité entre LCR ou Alex Marquez. 12 chutes, je crois, désormais depuis le début de saison pour cette équipe. 0 points. On peut pas être satisfait. Nakagami est décevant. Alex Marquez, c'est une catastrophe depuis le début de saison. Nakagami, c'est un peu mieux, mais bon, c'est pas bon du tout quand même. Or, la Honda a pas l'air d'être facile à utiliser parce que Paul Espargaro, pour l'instant, est largement en dehors du podium. Mais quand même, ne pas réussir à finir dans les points, finir derrière Avintia, derrière des KTM qui étaient en grande difficulté, il y a un moment, il va falloir redresser la barre. Et je pense qu'en plus, Lucio Cecchinello, on a déjà ras la casquette. Et ça, c'est très inquiétant. Il n'y a que 2 courses qui se sont déroulées, et le team manager de l'équipe on a déjà marre de ses pilotes, surtout de Marquez. On l'a vu quand Marquez est tombé en essai, j'avais l'impression que c'était la fin du monde. Ça, c'est inquiétant. Alors, je pense pas que de toute manière, il ait voulu recruter Alex Marquez. Lucio Cecchinello, mais Honda lui a mis un petit peu ce pilote-là dans les pattes. Mais Alex Marquez, même sur les essais de pré-saison, c'est une catastrophe. Autant de chutes. C'est pas normal. Ce sont quand même des pilotes de MotoGP. Leur objectif, c'est pas de tomber à chaque virage. Leur objectif, c'est de finir des courses. C'est d'être régulier au fur et à mesure de la saison. Le titre indépendant va être compliqué à aller chercher. Et puis, s'ils tombaient, mais qu'ils avaient un énorme rythme, tu dirais, bon, oui, ils attaquent un peu trop. Mais c'est même pas le cas. Alors, est-ce que c'est un problème avec la moto? Est-ce que c'est un problème avec les ingénieurs? Je sais pas. Mais il va falloir redresser la barre, parce qu'ils vont pas pouvoir rester à ce niveau-là, très clairement, du côté de chez LCR. On passe au classement, parce qu'on est à 30 minutes de vidéo, quasiment. Et on va commencer par le classement pilote. Vous l'avez à l'écran. Et en tête du championnat du monde, c'est un Français. C'est Johan Zarco, comme l'année dernière après 2 courses. C'était déjà un Français, mais c'était Fabio. 4 points d'avance sur Fabio Quartararo et sur Maverick Viñales. Donc comme quoi, rien n'est fait du côté de chez Yamaha. On retrouve ensuite Francesco Bagnaia à 14 points. À 14 points, pardon. Alex Rins, Johan Mir, mais bon, leur début de saison l'année dernière chez Suzuki avait été catastrophique, donc ils sont pas du tout largués non plus. Ensuite, Jorge Martin, premier pilote
rookie, Alex Espargaro, Jack Miller, donc qui a déjà beaucoup de points de retard, 26 points de retard, et puis Paul Espargaro devant Enea Bastianini, deuxième débutant du côté du classement constructeur. Vous l'avez à l'écran, et bien c'est Yamaha qui fait carton plein avec 50 points, devant Ducati qui a 40 points. Je rappelle que ce classement constructeur, c'est la moto la plus rapide à qui on conserve le résultat. Suzuki 3, après il y a 4. Et KTM et Honda en difficulté avec simplement 11 points. Et puis on passe au classement par équipe, et là, le classement par équipe c'est vraiment intéressant, avec 9 équipes qui ont marqué des points. Yamaha en tête avec 72 points, qui a déjà un petit pécule d'avance, 15 points d'avance sur Pramac. Ensuite on retrouve Suzuki, Ducati, Honda, Aprilia, donc qui est vraiment pas loin de Honda, avec pourtant simplement une seule moto qui marque des points. Et puis KTM, Avintia, et Avintia est devant Petronas, sachant que Pramac, donc voilà, quand on voit les autres teams indépendants, a déjà pris pas mal d'avance, et que donc LCR et Tech 3 n'ont toujours pas marqué de points. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour améliorer la visibilité de celle-ci. Et comme on améliorera la visibilité de celle-ci, eh bien, on pourra faire plus de vues, comme on pourra faire plus de vues, mais on pourra faire plus de choses, tout simplement. C'est un cercle vertueux. N'hésitez pas également à partager la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser votre entourage, à réagir dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production, et on parlera de la prochaine course du côté de Portimao. Allez, ciao, ciao!